Une dame s'est fait connaître sur les réseaux sociaux en disant que je l'avais arnaquée. Elle s'est fait passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas. Elle a essayé d'obtenir des informations de vos clients. Elle dit qu'elle a travaillé chez nous et que pour le travail qu'elle a fait chez nous, elle doit être payée pour plus de 130 000 euros. Et elle dit dans le même temps qu'elle était commerciale chez nous et elle a droit à des commissions de près de 40 000 euros. J'ai désormais une stratégie très claire à l'endroit de toutes ces personnes qui s'amusent à venir salir mon nom sur Internet. Frapper là où ça fait mal, au tribunal et au porte-monnaie. Au final, le tribunal l'a condamné. Entrons à présent dans le vif du sujet et regardons donc les cas précis de personnes qui sont venues sur les réseaux sociaux, pour certains depuis des années, pour essayer de me salir, diffamer. Je vais commencer par le plus ancien certainement et le plus tenace. C'est celui d'une dame qui s'est fait connaître sur les réseaux sociaux en disant que je l'avais arnaquée. En réalité, il s'agit d'une ancienne modératrice de ma chaîne YouTube à qui j'ai porté plainte, qui a été condamnée par la justice française et qui, malgré la condamnation, a continué de venir sur les réseaux sociaux, déverser son même venin et ses mêmes mensonges. Que s'est-il passé? En réalité, c'est quelqu'un qui a contacté mes équipes en 2020. Je rappelle qu'on avait démarré en 2018. En 2020, la chaîne commençait réellement à bien croître. Et elle nous a contactés pour nous demander d'être modératrice sur la chaîne YouTube. Un modérateur, vous savez ce que c'est. Il intervient principalement pendant les émissions en direct pour demander aux uns et aux autres de bien se comporter. S'il y a des annonces à passer, il fait passer des annonces. S'il y a des liens à faire passer, il fait passer des liens. S'il y a des insultes, il bloque les gens, ainsi de suite. C'est le travail de modération des gens. C'est un travail qui n'est pas rémunéré. Chaque chaîne a des modérateurs qui le font de manière bénévole. Quand cette dame nous a contactés, à cette période-là, nous avions déjà 3 modératrices qui étaient dans un groupe. Et d'ailleurs, pour certaines, elles sont encore modératrices de la chaîne aujourd'hui, 5 ans plus tard. Elle nous a contactés en disant qu'elle veut être modératrice de la chaîne. Ce n'est même pas avec moi qu'elle a eu son entretien pour intégrer les équipes, mais plutôt avec un de mes collaborateurs, Abdoulaye, qui m'a fait un report en me disant « Pourquoi pas? Pour de la modération, franchement, on n'a pas besoin de faire Harvard. » On l'a donc intégrée au groupe WhatsApp des modératrices. Et en tant que modératrice, donc, elle a commencé à apprendre le métier auprès des autres et ensuite à le faire elle-même. On ne s'est pas du tout rencontrés à ce moment-là. Il se trouve que, après avoir fait de la modération pendant un certain temps, elle est revenue vers moi pour me demander s'il lui était possible d'apprendre le métier que je faisais parce que, bien évidemment, elle était très admirative, elle était dithyrambique en termes de compliments. Franchement, ce que tu fais, c'est très bien pour la communauté, merci beaucoup. Les salam alek, tu en veux, tu en as. Et mon erreur avec le recul, c'est que j'ai dit oui à cette demande. Elle m'a demandé à apprendre le métier parce qu'elle disait qu'elle était à la maison, elle ne faisait rien, elle s'ennuyait à longueur de journée et donc elle voulait s'occuper. Je me suis dit, bon ok, pourquoi pas. J'étais bien évidemment naïf. J'ai accepté cette demande-là et je l'ai donc introduite dans le groupe de travail de mes équipes avec pour but qu'elle observe et qu'elle regarde simplement ce qu'on fait. Il se trouve que pour pouvoir travailler avec mes équipes, on avait un fichier que je vais vous présenter dans quelques minutes. Et donc, dans ce fichier-là, on faisait l'essentiel de nos transactions. À cette période-là, j'avais une série de commerciaux que j'avais personnellement formés et qui devaient closer des clients qui étaient dans ma base mail. Vous savez, quand vous faites un business en ligne, vous devez avoir une base mail à laquelle vous proposez simplement vos prestations. Donc, j'avais une base mail qui avait pas mal de personnes et le but donc de mes commerciaux était de passer des coups de fil aux personnes qui étaient dans ma base mail pour leur proposer de prendre telle formation ou telle autre formation que je proposais. C'était aussi simple que ça. Cette dame-là ne faisait pas partie de mes commerciaux. Par contre, dans sa volonté de pouvoir voir comment on travaillait, je lui ai donné accès parce que si elle n'avait pas accès aux fichiers des commerciaux, elle ne pouvait bien évidemment être d'aucune utilité, elle ne pouvait rien apprendre. Je lui ai donc donné accès aux fichiers pour qu'elle puisse voir comment on travaille. Et ça a été la pire erreur que j'ai faite dans ce dossier. Si vous voulez grandir, il faut reconnaître vos erreurs. Je n'aurais jamais dû lui donner cet accès, d'autant plus quand on voit la tournure que ça a pris par la suite. Elle a donc intégré le groupe de travail des commerciaux, qui étaient tous des personnes avec qui j'avais des contrats d'affaires, c'est-à-dire qu'ils avaient des commissions sur chaque vente qu'ils faisaient. Elle a donc intégré ce groupe-là, mais je ne l'ai jamais formée, parce qu'elle n'était pas là pour faire un métier de commercial. Elle était juste là pour voir, apprendre et peut-être trouver une vocation, qu'en sais-je. Quelque temps après, il s'est posé un problème de TVA avec les commerciaux. Parce que je me suis rendu compte, en fait, que je facturais mal. C'est-à-dire quoi?
les commerciaux avaient une commission qu'ils pouvaient percevoir de moi. Et en réalité, cette commission était liée au montant qu'ils parvenaient à générer comme vente. Le souci, c'est que moi, je vendais des formations avec TVA, donc je collectais la TVA de l'État. Et je me suis rendu compte, après coup, que je n'imputais pas ça aux commerciaux, ce qui n'était pas normal. Si je vends une formation, par exemple, à 1200 euros, et qu'il y a 200 euros de TVA là-dedans, et que toi, tu as une société, et que tu me fais une facture, par exemple, pour ta commission, je dis n'importe quoi, qui peut être de 300 euros, et bien dans tes 300 euros, il doit y avoir une part de TVA, surtout si tu as une société. Quand je me suis rendu compte de ça, j'ai donc demandé à mettre à jour tous les contrats des commerciaux pour intégrer cette clause. À cette période-là, je pense qu'à peu près tous les commerciaux étaient d'accord, excepté un ou deux. Et on a donc décidé simplement de mettre un terme à la collaboration avec ces deux commerciaux parce que s'ils ne s'alignaient pas aux règles, il n'y a pas de raison d'aller plus loin. Dans le même temps, j'ai donc demandé à cette dame d'arrêter simplement sa période d'observation chez nous, simplement parce que, après avoir passé autant de temps, en réalité, elle n'avait pas de contrat. Alors quand je parle d'autant de temps, je parle de 3 mois à peu près. Elle n'avait pas de contrat. Qu'est-ce qui justifiait donc qu'elle reste encore dans nos groupes? On l'a donc exclue des groupes. Aussi simple que ça. Mais là encore, on a fait une erreur. Une erreur au début, mais qui s'est avérée salvatrice par la suite. L'erreur qu'on a faite, c'est qu'on ne l'a pas retirée du fichier. Puisqu'on lui avait donné accès au fichier. Mais on a complètement oublié. On n'avait pas le focus là-dessus. Il se trouve que quelques semaines après, qu'on l'ait retiré du fichier, cette dame m'envoie un mail dans lequel elle dit qu'on lui doit de l'argent parce qu'elle a été commerciale chez nous, elle a fait des ventes. Je tombe des nues. Ah bon? Tu as été commercial à quel moment? Je me renseigne auprès des autres commerciaux en me demandant, mais vous êtes au courant qu'elle était commerciale ici? Parce que moi, je n'ai jamais été au courant de ça, je ne l'ai jamais formée. Quand je vais dans le fichier, je ne vois à aucun moment qu'elle a fait des ventes. Et tout le monde est surpris. Je commence à recevoir des factures dans lesquelles elle nous réclame à peu près 40 000 euros au total pour des ventes qu'elle aurait faites. Ce qui est surprenant, c'est que quand on part dans le fichier, on se rend compte que son nom est maintenant dans la liste des commerciaux. Je me demande, mais à quel moment elle a intégré le fichier dans la base de données des commerciaux? Alors malheureusement, quand tu veux voler, il faut être intelligent, très intelligent. Il faut être très intelligent quand on veut voler. Il se trouve que quand vous avez un document partagé en ligne, tous ceux d'entre vous qui connaissent un tout petit peu Excel savent que vous pouvez avoir accès à l'historique des modifications. On est donc allé dans l'historique des modifications et vous savez ce qu'on a constaté? C'est que la bonne dame est venue dans le fichier d'entreprise et elle a modifié les noms des commerciaux pour le remplacer par le sien, afin d'avoir une preuve, d'après elle, du fait que c'est elle qui avait réellement fait des ventes. Donc elle a modifié des noms et quand on a vu l'historique des modifications, on en a rigolé, on s'est dit, mais c'est une blague quoi. Comment tu viens dans un fichier d'une entreprise? Tu t'introduis dans le fichier malicieusement puisque tu n'es plus supposé y avoir accès. Tu modifies les noms des gens qui ont réellement fait des ventes pour mettre le tien. Tu crées donc sur cette base-là des factures fictices et tu demandes à l'entreprise de te payer. Le problème, c'est que, en réalité, nous avons, en tant que société, déjà payé les commerciaux qui avaient fait les ventes. Donc, en fait, ce qu'elle nous demandait de faire, c'était de payer une deuxième fois des ventes qui avaient déjà été faites par d'autres personnes. Parce qu'en fait, elle n'est pas venue créer de nouvelles lignes en disant qu'elle a vendu à des personnes à qui elle n'avait jamais vendu. Elle est venue se substituer à des gens qui avaient réellement fait des ventes et que nous avions payé. Donc, si elle nous demande de l'argent, soit la personne dont le nom était là auparavant n'avait pas réellement fait la vente et il doit donc nous rembourser, soit simplement elle veut nous arnaquer. Et c'était ça sa stratégie. Quand on a vu ça, on a rigolé. On n'est pas allé plus loin. On s'est dit, bon, ok, d'accord, c'est n'importe quoi ces factures, ça n'a aucun sens. Quelques jours plus tard, on est interpellé parce qu'une de nos clientes nous appelle en nous disant qu'une certaine dame, se présentant comme étant commercial de mon équipe, lui a envoyé un devis en lui demandant de signer ce devis-là. On lui demande de nous renvoyer le devis. On voit qu'elle a fait un faux devis avec l'entête investir au pays, mettant son nom là-dedans. Et quand la dame nous appelle, elle est surprise parce qu'elle dit « Mais j'ai pris une formation chez vous, pourquoi vous voulez me faire signer un devis après coup ?» On ne comprend pas. C'est quand on voit le faux devis, qu'on voit le nom de la dame, qu'on se souvient de ses fausses factures et de les modifications qu'elle a faites qu'on prend conscience qu'en fait, mais en fait, cette dame-là, elle est dangereuse. Elle est en train d'appeler nos clients pour essayer d'obtenir de la part de nos clients de faux documents, de fausses signatures. Voilà la démarche de la dame. Quand on découvre ça, je fais appel à un avocat. Je lui expose la situation et il me dit très clairement, là, ce qu'elle a fait est très grave.
C'est du faux en écriture. Elle s'est fait passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas. Elle a essayé d'obtenir des informations de vos clients et peut-être même qu'elle aurait pu obtenir des paiements parce qu'elle a mis dans les documents ses coordonnées bancaires. Donc l'avocat me demande, est-ce que tu es dans la logique de vraiment lui faire mal ou juste de lui passer un message? Je lui dis non, franchement, je veux juste lui passer un message. Donc du coup, il lui fait un courrier dans lequel il lui rappelle les infractions qu'elle vient de commettre et il lui demande de se calmer. À la même période, la dame va sur Internet et elle commence à me raconter des histoires en disant que oui, elle a été volée chez nous, ainsi de suite. Et elle trouve quelqu'un qui décide de la défendre, un justicier sur Internet, qui lui envoie un avocat. Avec cet avocat-là, il décide de porter une série de plaintes contre Investir au pays, dans lesquelles il nous réclame au total pratiquement 180 000 euros. Elle dit qu'elle a travaillé chez nous et que pour le travail qu'elle a fait chez nous, elle doit être payée pour plus de 130 000 euros pour les quelques mois dont je parle, là où elle était en observation. Et elle dit dans le même temps qu'elle était commerciale chez nous et elle a droit à des commissions de près de 40 000 euros. Voilà la dame qui fait ce genre de réclamation. Elle va au prud'homme. Le prud'homme nous écrit ici. Elle va au tribunal, je crois, du commerce, qui nous écrivent pour dire, attention, vous devez de l'argent à telle dame. Et donc là, je dis, non, là, c'est trop. Cette histoire commence à prendre des proportions inquiétantes. Je vois donc mon avocat et on décide de lui porter plainte. Parce qu'en fait, on a les preuves de ces tripatouillages. Mais souvenez-vous d'une chose. Jusque-là, on a toujours oublié de lui retirer les accès aux fichiers. Ce qui d'ailleurs est une grossière erreur de notre part, va s'avérer très intéressant parce qu'au tribunal, qu'est-ce que la dame a fait? Tout le temps où elle avait toujours accès au fichier, elle a passé son temps à continuer de venir modifier des informations dans le fichier. Aujourd'hui, elle modifie le nom de tel, elle met son nom. Elle modifie le nom de tel, elle met son nom. Donc en fait, au final, le fichier est devenu une preuve à conviction massive de sa volonté de flouer tout le monde. On est donc allé au tribunal contre cette dame-là et on a fait la démonstration que je suis en train de vous faire là à présent. J'ai présenté le fichier aux juges qui l'ont vu, qui ont compris, qui ont tout de suite vu les malversations. Mais mieux encore, on lui a posé la question au tribunal, finalement, vous voulez quoi? Vous étiez commercial ou vous voulez une rémunération en tant que salarié? Parce que si c'était comme salarié, pourquoi vous êtes commercial en même temps? Et si vous étiez commercial, sur la base de quel contrat? La dame a pondu un faux contrat dans lequel il y avait une signature qui n'était pas la mienne. Donc là encore, on est dans un autre faux. J'ai fait remarquer au tribunal que ce n'était pas ma signature, ce n'était pas mon contrat, je ne sais pas d'où il sort. Le juge lui a demandé, d'où tenez-vous ce contrat? Ce monsieur vous a donné ce contrat? Elle dit non. Vous l'a-t-il fait signer? Elle dit non. Où l'avez-vous trouvé? Elle dit, j'ai trouvé ça sur l'une des bases de données de l'entreprise, donc je l'ai pris. Et vous la lui avez renvoyé? Non. À quel moment vous avez donc estimé que vous étiez en contrat avec cette entreprise? Bouche bée, elle n'est pas capable de répondre. Au final, le tribunal l'a condamnée. Et je vais vous lire à présent quelques extraits de la condamnation. Sur la peine, au regard de la nature et de la gravité des faits pour lesquels Madame K, je vais me limiter à ça, est déclarée coupable, mais également de sa situation personnelle relativement précaire, je reviendrai dessus, pourquoi le tribunal dit que sa situation personnelle est relativement précaire, et de son absence d'antécédents judiciaires, il convient de la condamner à une peine d'avertissement à hauteur de 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Il y a par ailleurs lieu de prononcer à son encontre la peine obligatoire de privation du droit d'éligibilité pendant 5 ans. Elle a été condamnée au tribunal de Fontainebleau. Pourquoi le tribunal parle de situation personnelle relativement précaire? Les juges lui ont demandé, ok, vous avez dit que vous avez travaillé pour cette entreprise, vous avez mis votre expertise en jeu, vous avez fait gagner des dizaines de milliers d'euros à l'entreprise et on ne veut pas payer vos factures. Ok, soit. Mon avocate a fait une remarque très pertinente en disant, mais si cette dame dit qu'elle est réellement une commerciale, comment se fait-il que, d'un, l'auto-entreprise qu'elle a créée, elle l'ait créée après la collaboration avec Investir au pays? Première question. Et deuxième question, pourquoi a-t-elle créé une auto-entreprise avec pour principal objet des rayures, des photocopies et tout ce qui était saisi et administratif? Si vous êtes commercial, est-ce que c'est pertinent de créer une structure qui va faire des saisies, des photocopies et ce genre de choses? Ça, c'est plutôt un travail d'assistance de direction. Quelle est la cohérence? Le juge lui a donc posé une question. Ok, à part donc l'entreprise de M. Philippe Simon, nous sommes en 2024. Les faits se sont déroulés en 2020. Quels sont les autres clients que vous avez obtenus entre-temps? Elle dit aucun. Avez-vous eu un CDI entre-temps? Non. Êtes-vous en fonction en ce moment? Non. Comment vivez-vous? Elle dit qu'elle vit grâce aux aides. Le juge lui demande, ok, mais entre 2020 donc et aujourd'hui, est-ce que vous avez travaillé?
Elle dit oui, vous avez fait quoi? Elle dit qu'elle a travaillé dans un restaurant. Rien donc à voir avec le travail de commercial. Vous êtes encore dans ce restaurant? Non, je n'y suis plus. Donc elle a eu en 4 ans un court passage dans un restaurant. Je ne sais pas ce qu'elle y a fait. Est-ce que c'était de la plonge? Est-ce que c'était du service? J'en sais rien. Et ce n'est pas ça qui est important. Mais les juges ont demandé, mais vous n'avez en 4 ans eu aucune autre expérience que celle que vous avez eue donc chez M. Simo, et vous lui demandez de vous verser aujourd'hui près de 180 000 euros. Suite à cela, elle s'est effondrée au tribunal et elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à dire au juge que sa vie est très difficile, qu'elle élève sa fille toute seule et que c'est très dur pour elle. Et que depuis qu'elle m'a rencontré, sa vie est devenue un véritable cauchemar, que j'ai beaucoup d'emprise sur les gens, que je parviens à manipuler les gens et que voilà, elle a besoin d'argent pour sa vie, ainsi de suite. Je peux comprendre que la vie soit difficile, je peux comprendre qu'avec sa fille, ce ne soit pas évident, mais je ne peux pas comprendre que parce qu'on veut améliorer sa situation financière, on en arrive à mentir de cette manière, aussi effrontée. En tout cas, suite à cela, les juges l'ont condamné. Les juges l'ont condamnée, comme je venais de vous lire la peine, et à 1 000 euros de dommages qu'elle doit régler. Je vais vous lire un extrait de la décision des juges. Madame K a également produit ce faux contrat de partenariat commercial dans le cadre de l'instance prud'homale qu'elle a initiée par requête du 19 décembre 2022 et assignation du 23 janvier 2023 et dont l'instance est toujours en cours à ce jour. Le fait de produire en justice de faux documents constitue une manœuvre frauduleuse dont le but est d'obtenir une décision qui lui sera favorable, donc portant préjudice à la partie adverse. Madame K étant déclarée coupable de l'infraction de faux, notamment s'agissant de ce contrat de partenariat commercial du 28 août 2020 et ayant sciemment produit cette pièce dans le cadre de l'instance commerciale et de l'instance prud'homale en cours, mais aucune décision définitive n'ayant encore été rendue, il convient de requalifier les faits en tentative d'escroquerie et de déclarer Madame K coupable de ces faits ainsi requalifiés. Voyez-vous, si on était en réalité face à des gens qui étaient de bonne moralité, une fois que cette dame est allée au tribunal et qu'elle a elle-même reconnu devant les juges qu'elle a, de son propre fait, créé des documents y mettant l'entête d'investir au pays pour obtenir frauduleusement de la part des anciens clients d'Investir au pays des informations, elle a reconnu qu'elle a créé des faux documents. Elle a aussi reconnu au tribunal qu'on n'a jamais signé un contrat ensemble nous liant dans le cadre d'une quelconque activité. Les juges l'ont donc condamnée pour cela. Si les gens qui lui donnaient de la parole étaient de bonne foi, sur la base qu'elle a été condamnée, d'un, ils devraient arrêter de lui donner de la parole. Deux, s'excuser pour avoir donné de la parole à quelqu'un qui est venu ainsi tromper la vigilance des internautes. Mais tenez-vous tranquille, qu'est-ce qu'ils ont fait? Suite à la condamnation, ils lui ont donné encore plus la parole en disant que les juges s'étaient trompés et que la dame, elle avait raison. Mais en réalité, la vérité ne les intéresse pas. Ils ont déjà un objectif bien précis. Ils ont une ligne éditoriale qui est claire. Et leur but est de me salir. Tout ce qui peut les aider dans ce sens, même si c'est un chien errant qui passe dans la rue, ils vont le prendre et lui donner le micro. Il va aboyer pour me salir, si c'était possible. Parfois, ça me fait penser aux médias mainstream quand ils parlent de Donald Trump ou encore de Vladimir Poutine. Tout est noir et négatif les concernant. Mais pour aller plus loin, les amis, quand vous sentez que vous avez été lésé par une décision de justice, vous pouvez faire appel de la décision pour qu'un autre juge observe la situation. Pourquoi n'a-t-elle donc pas fait appel de cette décision? Si elle estimait que cette décision n'était pas bonne, pourquoi n'a-t-elle pas fait appel? Elle n'a pas fait appel. Et donc, elle a laissé la condamnation être actée. Mais en parallèle, elle est quand même sur Internet à me salir matin, midi, soir, autant qu'elle peut. Si après une telle démonstration, vous doutez encore des intentions de la dame, j'aurais tendance à penser que vous êtes de la même acabit. Parce qu'il n'y a qu'un malhonnête qui cautionne un autre malhonnête. Leur but, en réalité, au travers de ces nombreuses procédures, c'est d'essayer de m'extorquer de l'argent. Parce que sinon, comment comprendre qu'en 4 ans, quelqu'un qui a eu un seul job dans un restaurant vient dire qu'on doit lui donner près de 200 000 euros. 200 000 euros. C'est beaucoup d'argent. Et ça en dit long sur leurs intentions. Ça me rappelle d'ailleurs aussi le procès avec Jackie Moifo, dans lequel il était venu avec des demandes financières abracadabresques. Il semblerait que leur objectif, c'est de venir essayer de gratter un tout petit peu. Malheureusement. Mais
Jackie Moifo, comme Madame K, comme les autres, n'y sont pas parvenus. Mais n'oubliez jamais ce que je vous ai dit. Si quelqu'un entend des accusations contre vous sans preuve et il y croit sans avoir eu votre version, c'est juste quelqu'un qui cherchait un prétexte pour vous détester. Alors, à présent, nous allons entrer dans le vif du sujet afin que vous voyez vous-même l'escroquerie, l'arnaque, le vol qui a été commis par cette ancienne modératrice qui aujourd'hui s'est transformée en victime. Voici donc l'outil que j'utilisais à l'époque dans mes débuts. C'est un outil qui était en réalité une sorte de base pour l'activité commerciale. Alors dans cet outil-là, je vais vous présenter quelques-uns des principaux onglets pour que vous compreniez bien comment fonctionnait l'outil. Et ensuite, quand je vais vous montrer les manipulations, vous allez beaucoup plus facilement comprendre la gravité de ce qui a été fait ici. Alors, ceci est un fichier partagé. Ça veut dire qu'un certain nombre de personnes y avaient accès. Il s'agissait notamment des commerciaux avec qui j'avais signé un contrat. Et donc, en tant que tel, ceci leur servait d'outil. Là-dedans, il y avait les moyens de paiement. Donc, au niveau des moyens de paiement, il s'agissait simplement pour chacun d'entre eux de renseigner ses coordonnées bancaires. Ici, il y avait les liens. Parce qu'en fait, quelle était la stratégie? La stratégie, elle était simple. Je faisais des vidéos sur la chaîne, je faisais la promotion des formations et je donnais la possibilité aux personnes qui souhaitaient avoir des renseignements sur les formations ou discuter avec quelqu'un de mon équipe ou moi-même de prendre un rendez-vous téléphonique. À ce rendez-vous-là, l'un des commerciaux passait l'appel, ou alors moi, quand j'étais disponible, et on discutait avec la personne, le prospect. S'il était intéressé, on lui proposait la formation. Et donc ici, vous aviez les liens simplement de paiement, au travers desquels on proposait les différentes formations que l'on avait à cette période-là aux clients. On était en 2020, donc on parle quand même de quelque chose qui date de 5 ans. Au niveau des informations générales, comme vous pouvez le voir, ici vous aviez la liste des formations que nous proposions à l'époque. Vous avez la liste des pays avec les codes, parce qu'on a vraiment une très large clientèle. Ici, dans l'onglet Info Prospection, vous aviez les formules avec les prix pour chaque formation. Donc, quand un commercial, par exemple, voulait vendre une formation, il pouvait venir ici s'il n'était plus sûr des prix. Il avait la possibilité de venir ici et de retrouver simplement les prix pour chacune des formations. Ici, c'est un onglet très très important sur lequel je reviendrai. C'était l'onglet des paiements. Dans cet onglet, si vous aviez pour chacun des commerciaux le montant qui lui était dû sur une période bien précise. On reviendra ici, en fonction des différentes formations qu'ils avaient pu closer sur une période bien déterminée. Et là, on avait un récap, le mois et les montants qu'ils avaient générés. Ici, par exemple, on avait les prospects de la formation Amazon, c'est-à-dire que les gens qui avaient manifesté de l'intérêt pour en savoir un peu plus par rapport à cette formation, qui avaient regardé, par exemple, une vidéo gratuite. Et donc, le but de l'équipe commerciale, c'était de rappeler ces personnes-là pour leur proposer de pouvoir acheter une formation. Donc là, vous avez les prénoms, les noms de famille, ainsi de suite, les numéros de téléphone, les informations pour pouvoir les joindre simplement. Et ici, si vous voyez bien, vous avez les dates auxquelles les commerciaux les appelaient. Et ensuite, ils avaient la possibilité d'acheter ou pas la formation. Donc ici, par exemple, on avait une liste mensuelle. Ça, c'était la liste du mois de novembre. Ça, c'était la liste du mois de décembre, ainsi de suite. Un des onglets les plus importants, c'est celui-ci. Ici, c'était une sorte de tableau de bord. Dans cet onglet, les différents collaborateurs remplissaient ce tableau-ci. Ici, par exemple, vous avez la première case qui était une sorte de démo. Là, le collaborateur mettait son prénom. Il mettait un statut pour moi. Est-ce qu'il a besoin que je lui donne une information? Et ensuite, il mettait l'action ici. Bon, là, c'était une démo. Mais par exemple, ici, Neris, il pouvait mettre comme action en me disant donner accès formation. Dans le système de contrôle, c'est moi qui donnais les accès aux formations. Et donc, une fois qu'il avait fait une vente, il venait ici me demander de donner l'accès aux formations. C'était un moyen d'avoir du contrôle. Si un commercial qui fait une vente peut donner directement l'accès à la formation au client, clairement, on est dans un système dans lequel le commercial peut créer un système de vol. Par contre, si chaque formation doit passer par un seul individu qui donne accès à la formation, eh bien, on centralise l'accès à la formation à un seul endroit et ça devient beaucoup plus difficile à ce moment-là de frauder. Et donc à cette période-là,
c'était moi qui donnais les accès. Donc les commerciaux faisaient les ventes, mais c'est moi qui donnais les accès. Et donc quand ils avaient fait par exemple une vente, ils venaient dans ce tableau et disaient très clairement, alors on avait plusieurs possibilités, hein, to do, done, need information. Donc to do, c'était à faire. Donc par exemple, to do, vous voyez, on est dans une couleur rose. Donc moi quand je venais dans le fichier, toutes les couleurs roses, je savais que j'avais une action à faire. Et donc je lisais l'action, et une fois que moi j'avais fait l'action, je basculais en done. J'ai fait ce que je voulais, ce que j'avais à faire. Ensuite, le collaborateur, lui, à son niveau, bien évidemment, il mettait déjà done, donc il remplissait les informations de son côté. La formation en question, c'était la formation en gestion du temps. Là, on avait le nom, le prénom, le pays, le numéro de téléphone, l'email du client. Et ici, on avait la formule que le client voulait. Est-ce qu'il voulait la formation avec ou sans accompagnement? On avait le prix de la formation, on avait le statut. Est-ce qu'il avait déjà payé? Est-ce qu'il avait fait un paiement en plusieurs fois? Quel était la compte? Par quel canal il avait payé? Et ici, on avait la rémunération du collaborateur, le montant qu'il devait gagner. Et ici, on avait la date comptable à laquelle l'opération avait été faite. Et là, on avait une case commentaire s'il y avait des choses à vérifier. Donc, c'était un tableau assez simple, mais assez pratique qui permettait de pouvoir rapidement prendre des décisions et être fluide dans la gestion. C'est donc ce tableau-ci dans lequel la plus grosse erreur qu'on ait commise, mais finalement qui est devenue une grâce, c'est qu'on ait donné accès à Madame K, dont le prénom est Charles, à ce tableau pour qu'elle puisse suivre. Parce que quand on faisait nos réunions, si tu n'avais pas accès à ce tableau, tu ne pouvais rien comprendre, puisque c'est dans ce tableau que tout se passait. Et donc, comme elle voulait comprendre l'activité, on lui a donné accès à ce tableau. L'autre erreur qui avait été faite, c'est qu'au moment de lui donner les accès, le collaborateur qui lui a donné les accès, c'était le comptable à l'époque, il lui a donné les mêmes accès qu'à tous les commerciaux. Donc, elle avait accès non pas seulement à la lecture, mais aussi à la modification. Mais de toutes les façons, elle ne touchait jamais au tableau. C'est ce qu'on pensait. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça dans quelques instants. Alors, dans ce tableau-ci, vous avez donc ici la liste en réalité pour toutes les personnes qui connaissent un peu Excel. Vous savez que quand vous créez un fichier Excel et que vous avez une liste de personnes qui va être dans un menu déroulant, vous inscrivez votre liste de personnes dans le menu déroulant. Donc déjà, vous voyez qu'à la base, voici la liste de toutes les personnes qui étaient contractuelles avec nous chez Investir au Pays. La liste des personnes qui avaient la possibilité de faire des ventes, la liste des personnes que j'avais formées et auxquelles j'avais donné accès à la base de mes prospects. Voici la liste de ces personnes-là. Le nom de Charles, Madame K, n'apparaît pas du tout. Donc déjà, elle n'est pas dans la liste des personnes qui pouvaient faire des ventes chez Investir au Pays. Comment se fait-il donc qu'aujourd'hui elle se retrouve à nous demander des sommes astronomiques? Eh bien simplement parce que cette dame est venue dans ce fichier-ci et elle l'a modifié. Elle l'a modifié manuellement en rajoutant son nom en substitution de celui des commerciaux qui avaient réellement fait des ventes. C'est du vol, c'est de l'arnaque, c'est de la fraude. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on peut voir que le 3 mars 2020, c'est un exemple, le collaborateur Lamine a fait, il a donné, alors voilà, il a fait une vente, pour faire simple. Là, c'était Lamine, là, c'était Neris, là, c'était Lamine, Neris. Et donc, on voit les dates auxquelles les ventes ont été faites. Vous voyez bien que on avait Didine et tous les autres collaborateurs qui étaient dans la liste, hein, qui faisaient leur vente et qui remplissaient simplement leur nom. Donc voilà, le 9 avril, Didine a fait une vente pour la formation en gestion du temps. On a son donne là, on a l'action, c'était de vérifier le paiement. Donc parfois quand les clients payaient en virement bancaire, il fallait vérifier les paiements. Donc l'action ici pour qu'elle me demandait, c'était que je vérifie que le paiement a bel et bien été fait. Moi j'avais mis donne. Et donc à partir du moment où je mettais donne, ça déclenchait bien évidemment pour elle la possibilité de facturer pour cette vente qu'elle avait faite. Aussi simple que ça. Et c'est ce système-là donc que j'avais fait et qui permettait de payer plusieurs milliers d'euros par mois des commerciaux que j'avais formés. Aussi simple que ça. Je ne sais pas si c'est le fait qu'elle voyait les montants que les autres gagnaient tous les mois qui lui est monté à la tête. Dans tous les cas, la bonne dame a décidé que du jour au lendemain, elle était devenue une de nos commerciales. Mais si vous remarquez bien, au début du fichier, son nom n'apparaît nulle part. Absolument nulle part. Jusqu'à ce qu'on ne se rende compte, vraiment tout en bas, que son nom commence à apparaître. Là, son nom commence subitement à apparaître. Et donc à ce niveau-là, bien évidemment, on va décider d'un certain nombre de vérifications. Je vais me demander, mais comment se fait-il que cette dame-là se retrouve aujourd'hui à être quelqu'un qui a fait des ventes chez nous? Ce n'est juste pas possible.
quel est le piège? Eh bien, le piège est que la dame a simplement décidé, partout là où il y avait son nom dans le fichier, de venir voler les ventes de commerciaux qui avaient fait des ventes. Malheureusement pour elle, on est sur un document partagé. Et quand vous êtes sur un document partagé, voilà pourquoi je dis souvent que quand vous voulez voler, vous devez être plus intelligent que les personnes que vous volez. Cette dame-ci a voulu voler avec l'outil informatique, mais malheureusement, elle ne maîtrise pas grand-chose des traces qu'on laisse quand on vient pour faire de la fraude. Regardez vous-même ce qu'elle va venir faire. Et je vais vous démontrer tout de suite son intention de voler. Donc, elle vient simplement sur un fichier comme celui-ci. On va prendre par exemple cette vente-ci. Donc là, d'après le tableau, la vente qui a été faite le 11 juillet 2020 a été réalisée par elle. Et voilà l'action qu'elle a demandé de faire. Voilà la formation qu'elle a vendue. Voilà le nom du client à qui elle a vendu. Patrick, ainsi de suite. Voilà le montant, ainsi de suite. Donc, il faut lui donner une commission pour cette vente qu'elle a faite. OK, très bien. Eh bien, il se trouve que quand vous avez un document en partage comme ça, vous avez la possibilité de venir sur la case et demander d'afficher l'historique des modifications. Ça veut dire que si cette case a été modifiée depuis son début, on veut voir qui a fait quelle action là-dessus. Et bien, quand on appuie l'historique des modifications, regardez vous-même ce que le tableau va nous donner comme information. Le tableau nous dit que le 30 octobre 2020, à 21 h, quelqu'un dont l'identifiant est Charne est venu et a remplacé la valeur Lamine par Charne. Regardez le vol. Regardez comment la voleuse procède. Elle vient, elle trouve le nom du véritable commercial qui a fait la vente, elle efface son nom dans le tableau, elle remplace par son propre nom à elle-même. On pourrait se dire qu'elle a peut-être fait ça une fois, n'est-ce pas? Eh bien, on descend. La fois d'après où on voit son nom, la voici. On revient et on refait la même opération. Qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Eh bien, malheureusement pour elle, Excel trahit. Historique des modifications. Cette case a été modifiée le 30 octobre 2020 à 21 h 1 minute. Et la valeur qui était là avant, qui était la valeur Lamine, a été remplacée par la valeur Charne. Encore une autre preuve de son forfait. On continue, la case d'après. On affiche encore l'historique des modifications. Et on est encore face au même cas de figure. Madame Charne, le même 30 octobre 2020, à 21 h 1 minute, a remplacé la valeur Lamine par la valeur Charne. Elle ne fait que s'attribuer les ventes de quelqu'un d'autre. On continue. Le 15, enfin, la vente d'après. Qu'est-ce qu'on observe? Afficher l'historique. On est encore dans le même cas. La vente Lamine a été remplacée par Charne. Je pourrais continuer de faire l'exercice. Je pourrais continuer. Voilà encore une autre case. On affiche encore l'historique. Et qu'est-ce qu'on constate? Là encore, la valeur Lamine a été remplacée par Charne. Et qui a fait la modification? C'est Charne, le 30 octobre 2020 à 21 h 2. Voilà les éléments de preuve que j'ai apportés au tribunal et qui ont fait que cette dame soit condamnée. Parce qu'il a été évident pour les juges qu'elle est venue traficoter un fichier d'une entreprise, se faisant passer pour quelqu'un qui avait fait des ventes qui appartenait en réalité à quelqu'un d'autre. C'est extrêmement malhonnête de faire ça. Mais c'est cette dame qui est sur Internet, matin, midi, soir, à se passer pour une victime, à pleurer, à me traiter de tous les noms, à dire comment je suis le plus grand des malhonnêtes, le plus grand des bandits, et avec bien évidemment toute la communauté de haters, à dire comment je suis la pire des personnes. Mais voilà la réalité qu'elle ne dit à personne. Voilà ce qu'elle fait, ou du moins qu'elle a fait, qu'elle n'imaginait pas un jour être découvert et qui est aujourd'hui mis à nu. Ces informations, je les connais depuis 4 années, les amis. Je ne les ai jamais mises sur Internet. Parce que mon objectif n'a jamais été de bousiller la vie de cette dame ou de quoi que ce soit dans ce sens-là. Mais là, trop, c'est trop. Voilà donc comment elle procède. Mais regardez un tout petit peu un autre élément, qui est d'ailleurs très surprenant. Toujours dans sa tentative de vol, on affiche l'historique des modifications. L'historique des modifications nous présente des dates. OK? Regardons bien l'historique. On nous dit qu'elle a fait sa vente à 21 h 2 minutes le 30. Parce que ça, c'est la date à laquelle elle est supposée avoir fait sa vente. OK, donc le 30, elle a donc fait cette vente. OK.
Bon, très bien. On va remonter vers les cases qu'on a vues tout à l'heure. Cette vente-ci, elle a fait quand? Donc ici, on a l'historique des modifications. Le 30 octobre, à 21h02, elle a encore fait une autre vente. Donc 1 minute d'intervalle. Regardons l'autre moment où elle met son nom. Là encore, le 30 octobre, 21h01. Là, on continue. Je pourrais remonter et vous allez voir à quel point sa démarche est tellement, il est tellement facile de démontrer qu'elle vole et qu'elle a menti de bout en bout. Là encore, le 30 octobre, 21h01. Alors, c'est facile, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on constate? C'est que cette dame est venue et elle a fait toutes ses ventes en 1 minute, les amis. C'est-à-dire que le 30 octobre, à 21h, elle a réalisé toutes ses ventes. Vous voyez, toutes ces ventes ont été faites entre 21h01 et 21h02. Donc, en 2 minutes, cette dame a vendu cette formation-ci, elle a vendu cette autre formation, elle a vendu cette formation, elle a vendu cette formation, elle a vendu cette formation, elle a vendu toutes ces formations dans un intervalle de temps qui était très petit. L'autre élément, là où je démontre encore facilement sa fraude et son vol, c'est l'incohérence dans les dates. Vous voyez ici la date, n'est-ce pas, à laquelle l'opération initiale a été faite par Lamine, parce que c'est en réalité Lamine qui est le commercial qui a fait la vente. Lamine a fait cette vente le 15 juillet. Elle est venue modifier ça le 30 octobre. Comment se fait-il donc que elle n'a pas pensé à modifier cette case auparavant? Parce que si elle voulait bien voler, elle aurait dû modifier plusieurs cases en même temps dans le fichier. Comment peut-elle nous expliquer donc qu'une vente qui a été dans le tableau inscrite le 15, ce soit le 30 octobre que son nom apparaisse à côté de cette vente? Comment est-ce possible? Si vous prenez les ventes des autres, vous allez vous rendre compte que les dates où les modifications ont été faites sont concordantes avec les dates auxquelles ils ont inscrit simplement la date dans le tableau. Naturellement, si j'ai fait une opération le 15, eh bien, je mets la date du 15 et mon nom à côté à la même date. Donc, elle n'a pas pensé à modifier. Comme vous pouvez le voir là. On a toujours ce gros décalage entre le 15 juillet et le 30 octobre. Juste que, je ne sais pas ce qui l'a piqué, mais par exemple, ici, quand on regarde ce cas de figure, regardez ce qui s'est passé. Ici, elle a modifié la date. Vous voyez que elle est venue modifier la date. Donc, elle a enlevé le 17 juillet et elle a remplacé par le 24 juillet. Donc, elle a modifié et la date et elle a mis son nom. Manque de bol pour elle. On a bien l'historique qui nous montre que le 30 octobre à 21h02, elle a remplacé Lamine par Charnes. Et on a l'historique ici qui nous montre que c'est encore Charnes qui est venu pour modifier plutôt le 25 juillet pour changer la date. Et après, elle est venue modifier son nom quelques temps après. Donc, comme elle avait accès à ce fichier, elle venait et elle faisait les modifications qu'elle voulait. Juste que, je le précise, ce fichier, nous avons arrêté de l'utiliser. Nous avons basculé sur un autre système. Aujourd'hui, nous avons des systèmes beaucoup plus sophistiqués. Là, c'était vraiment nos débuts. On se servait d'Excel. Et ensuite, on a basculé sur des outils un peu plus complexes. Mais, comme elle n'était plus dans la boîte, qu'elle ne savait plus ce qu'on faisait, qu'elle n'avait plus du tout accès aux autres éléments, elle est venue modifier ce fichier et sur la base des modifications qu'elle a faites ici, elle a créé de fausses factures qu'elle est allée présenter à un juge disant qu'elle travaillait pour l'entreprise investie au pays avec lequel elle était en partenariat. Elle a créé un faux contrat, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, condamné devant le juge pour les faux contrats qu'elle a créés. Et sur cette base claire, les juges l'ont condamnée en reconnaissant qu'elle avait créé de faux documents, un faux contrat, et elle a même admis elle-même au tribunal qu'elle avait fait du faux. Mais maintenant, elle vient être la victime expiatoire sur Internet. Mais ce n'est pas du tout terminé. Dans notre souci d'aller jusqu'au bout de la démarche, nous avons appelé les clients. Parce que on préparait une action en justice, puisque elle a perdu en première instance, et on s'est dit qu'elle irait en appel. Et donc, dans le cadre de l'appel, nous avons contacté les clients devant lesquels il y avait son nom et dont les noms sont dans les factures pour leur demander qui vous a vendu les formations. Tous ont donné les noms de Lamine. Personne n'a donné son nom. Et ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est qu'on a eu de la part de plusieurs de ces clients
l'engagement à venir témoigner au tribunal pour rétablir la vérité. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, il y a la possibilité pour nous de lui porter plainte et d'avoir en témoignage devant le juge plusieurs des clients qu'elle dit avoir closés qui vont venir dire devant la barre qu'ils ne la connaissent pas. Ils n'ont jamais entendu parler d'elle. La personne avec qui ils ont discuté, c'est Lamine, ainsi de suite, ainsi de suite. Elle est donc venue se prévaloir des ventes de quelqu'un d'autre. Mais ce qui est encore plus choquant dans cette histoire, c'est que nous, en tant qu'investisseurs au pays, on a payé Lamine pour ses ventes. En fait, ce qui est même choquant, c'est qu'elle veut être payée pour des ventes pour lesquelles nous avons déjà payé. On n'est même pas dans le cas de figure d'une société qui a refusé de payer. Nous avons déjà payé. Comment peut-elle dire qu'elle veut être payée pour des ventes pour lesquelles nous avons déjà payé Lamine qui est le commercial? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une case qui était très importante. C'est celle-ci, passage à la caisse. Dans cette case-ci, c'est la seule case du fichier qui avait été verrouillée par le comptable. OK? Et vous remarquez bien que dans le fait que quand il a verrouillé cette case-ci, il a mis ici le nom de tous les commerciaux à qui nous payons tous les mois. Puisqu'il ne voulait pas qu'un commercial s'amuse à venir modifier les montants qui devaient être payés, cette case a été verrouillée dès le début du travail. Vous voyez donc ici, à aucun niveau son nom n'apparaît. Voici les noms des commerciaux. Et ça, c'est par exemple, c'est la facture du mois de mai 2020. On peut voir ici la totalité des montants que nous avons payés ce mois-là. On est sur une somme de 16 960 euros de commission que j'ai payé sur un seul mois. 16 000 euros, c'est plus de 10 millions de francs CFA que je payais par mois aux commerciaux, uniquement pour les ventes qu'ils réalisaient. Peut-être que ces sommes-là lui ont donné le tournis. Elle a estimé elle voulait avoir sa part du business. Et bien, si elle voulait avoir sa part du business, il fallait simplement avoir le niveau, les compétences pour pouvoir être en mesure de faire du closing. Son nom apparaît. Je veux dire, si elle était l'une de nos commerciales, son nom apparaîtrait ici. Il y a des commerciaux devant lesquels, par exemple, voilà, David. Il était dans la liste des commerciaux, mais vous voyez, il n'avait pas fait de vente. 0, 0, 0. Il n'y a pas de problème. Mais il était dans la liste des commerciaux. David 0, 0, 0, 0. Il n'a pas fait de vente. Donc David, à la fin, 0. Pas de problème. Mais il est dans la liste. Donc, si elle était même dans notre liste, son nom apparaîtrait dans cette... je veux dire, si même je veux refuser quoi que ce soit, voici une page qui prouve qu'elle n'a jamais été dans la liste de nos commerciaux. Jamais, au grand jamais. Son nom apparaîtrait ici. Par contre, bizarrement, son nom apparaît dans un fichier modifiable. Elle est la commerciale qui a fait beaucoup de ventes. Et pourtant, chaque fois que l'on vient cliquer dans une case, qu'on interroge l'historique des modifications, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que madame, en réalité, est usurpatrice. Elle est venue prendre les ventes d'un autre commercial. Elle est venue prendre les ventes qui appartenaient à quelqu'un d'autre. Elle est venue essayer, en réalité, d'extorquer de l'argent. Et voilà donc la dame qui allait au tribunal pour demander à ce qu'on lui donne 200 000 quasiment d'euros pour des fausses factures qu'elle est allée essayer d'obtenir. Voilà donc, j'espère, de manière irréfutable. J'ai dit que quand je parlerai de ça, je montrerai des preuves irréfutables. Et là, vous en avez clairement sous vos yeux une illustration du niveau de bassesse et de moralité des gens qui viennent sur Internet raconter des conneries et qui sont considérés comme des victimes. Parce que bien évidemment, comme j'ai dit déjà, il suffit de venir, de pleurer, de pleurnicher pour que vous ayez raison. Voilà donc la réalité qui se cache derrière certaines pseudo-accusations en mon endroit sur Internet. Mais ce n'est pas terminé. On va continuer et je vais répondre à tous les autres cas.